Parmi les centaines de lois qui régissent l'univers, il y a certains principes qui imposent des limites à tout ce qu'il s'y passe. Cela vaut pour tous les domaines de l'activité humaine, et notamment l'économie. Pour la partie 1 de ce rapport d'orientation budgétaire, nous retiendrons 2 grands principes, parfaitement imagés par l'un des plus grands hommes d'affaires de notre époque, Warren Buffett. C'est quand la mer se retire, que l'on voit ceux qui sont nus. Les élus, souvent tributaires de priorités contradictoires qui les poussent à édulcorer les problèmes, ou les relativiser, voire à retarder les décisions douloureuses, peuvent se retrouver en difficulté s'ils dépassent ces limites. La solution la plus efficace pour ne pas être nu, c'est de limiter au maximum l'endettement. Les bons indicateurs sont la progression ou la régression de l'encours de dette ainsi que le ratio de désendettement. Ceux-ci sont rassurants pour Terre d'Émeraude Communauté. Sur la période 2020-2024, Terre d'Émeraude aura réussi à réduire de 20% son endettement et est passé à 2,24 années de ratio de désendettement. Pour une interprétation qui ne soit pas faussée, ces éléments chiffrés doivent être analysés d'une façon dynamique et non pas statique. Ne jamais oublier qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Le deuxième grand principe de Warren Buffett. N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. C'est à force de détermination que l'on relève le défi de la meilleure façon d'économiser. À Terre d'Émeraude, chaque année, une revue des dépenses est réalisée avec les services, afin de responsabiliser les gestionnaires, mais surtout afin de rationaliser nos choix budgétaires, par la justification au premier euro. Un des postes de dépenses scrutés avec le plus de vigilance est celui de la masse salariale. C'est le premier poste des dépenses de tech. Par sa nature inflationniste, due à l'augmentation indicielle des salaires chargés et à l'accroissement réglementaire des effectifs, il génère toujours un effet ciseau défavorable au budget de la collectivité, par des coûts non compensés par les dotations de fonctionnement. Pour démontrer cet effet ciseau défavorable, il suffit de comparer 2 chiffres. En 2021, on comptabilisait 158,8 équivalents temps plein. En 2023, 160,8 ETP, soit 2 salariés de plus, pour 6,9 millions d'euros de masse salariale, versus 6,2 millions d'euros en 2021. Soit un coût supplémentaire de 700 000 euros non compensés. Cet effet ciseau peut altérer rapidement la situation de solvabilité de la collectivité, et nous contraint à 3 scénarios alternatifs. Soit, hausse de la fiscalité, scénario non retenu pour l'année 2024, soit économie sur le fonctionnement, soit renoncement à la réalisation d'investissements. Pour 2024, il est impératif de rester à un ratio masse salariale dépenses de fonctionnement au niveau de 35%, ce qui est le bon seuil. Pour cela, il faudra faire des arbitrages pour éviter les dérives. Enfin, pour savoir ce que l'on pourra dépenser après avoir économisé, le ratio incontournable reste celui de l'épargne brute. En 2023, son taux se situe à un niveau satisfaisant de 20,62%. C'est ce pourcentage de recettes que l'on pourra allouer à la section investissement, pour rembourser le capital de la dette, et autofinancer les investissements de l'année en cours. Pour bien voyager au fil du temps, un autre principe de Warren Buffett est précieux. Le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait. Selon la nature des risques, le risque de ne pas savoir ce que l'on fait, de faire mal ou de façon insuffisante peut avoir des conséquences insoupçonnables. Un risque récent et prégnant, augmenté de façon exponentielle par l'intelligence artificielle, est le risque cyber. À Tech, un plan d'action et de prévention en 2 phases a été mis en place pour protéger notre système informatique qui collecte, traite et diffuse les informations nécessaires au fonctionnement de notre organisation.
Le système d'information est l'élément central qui permet au site qui héberge un serveur, et aux différents acteurs, de communiquer grâce à un ensemble de ressources matérielles et logicielles. La première phase du plan d'action, sous l'égide de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est terminée. Le diagnostic et les tests sont faits. Le plan des actions de sécurité à mettre en œuvre a été formalisé. Il nous faut maintenant actionner ce deuxième volet et décliner ce plan. Nous savons ce qu'il faut faire pour pouvoir conserver l'intégrité de nos données dans une infrastructure de protection sécurisée, détecter les éventuelles anomalies dans notre système informatique, et si besoin les restaurer dans notre environnement. Il faut upgrader, c'est-à-dire élever le niveau de réponse et de protection de notre système. En premier, compte tenu des nombreux points d'entrée, il faut séparer les réseaux utilisateurs et le réseau administrateur, et upgrader les liens Internet. En second, mettre en place une solution EPP pour protéger les points d'accès dans notre architecture logicielle, et une solution EDR, qui est une technologie logicielle émergente, de détection des menaces de sécurité informatique, et des équipements numériques. Cela implique un investissement en matériel et licences conséquent. Pour rappel, le premier volet a coûté 117 000 €, hors subvention, et le deuxième volet 143 000 € sur 3 ans avec des récurrences annuelles. Enfin, il faudra monter en puissance notre service informatique. À l'instar de ce principe de ne pas savoir ce que l'on fait, un autre risque qui pourrait mettre la collectivité en danger, est le risque de dispersion ou de dilution, qui correspond simplement à surestimer ses capacités à faire. Ou, comme le disait plus simplement Montaigne dans ses essais, avoir plus grands yeux que grande panse. Pour reprendre l'image de la panse de Montaigne, le réservoir à projets territoriaux de terre d'émeraude est déjà rempli de 8 millions d'euros. Et nous savons qu'il va continuer à se remplir, de 15 millions d'euros supplémentaires. Maintenant, il est impératif de bien digérer tous ces investissements avant de se lancer dans d'autres opérations conséquentes. Au même titre que nous passons en revue les dépenses au quotidien, nous entamons la revue de rationalisation du patrimoine immobilier. Il faut faire le tri dans les bâtiments qui ne correspondent plus à notre stratégie de développement ou de service à la population. Et surtout, se séparer des bâtiments coûteux qui ne respectent pas les normes pour recevoir le public, qui sont énergivores, voire inutiles, et qui deviennent un poids financier pour la collectivité. À Terre d'Émeraude, la gestion financière a été particulièrement maîtrisée. Quand la trajectoire et les orientations sont fixées, il ne faut pas en dévier. Avec les indicateurs sous contrôle, nous maintenons le cap pour une gestion saine et sans dérive. Après Warren Buffett qui nous a fait voyager jusqu'aux États-Unis, faisons une nouvelle escale à Paris, avec un clin d'œil du président des maires de France et des intercommunalités David Lisnard, qui vous adresse à tous, ce soir, pour cette réunion communautaire, un message de solidarité. Bonjour à tous les élus de cette belle intercommunalité de Terre d'Émeraude, dans ce Jura Sud que j'ai tant aimé fréquenter lorsque j'ai commencé à travailler avec Jacques Pélissard. Au nom de l'Association des maires de France, je vous souhaite d'excellents travaux. Si je parle au nom de l'AMF, c'est précisément parce que j'ai pu, grâce à mon expérience jurassienne, acquérir la foi dans l'acte communal et intercommunal et bien sûr cette passion pour l'AMF au service
des communes et des intercommunalités. Et c'est le message que je souhaite vous faire passer. L'AMF n'a pas à commenter la gestion de ses adhérents, des intercos, des communes. J'ai aucun doute sur vos résultats, connaissant votre directrice générale que je salue amicalement, chère Isabelle. Je salue bien sûr le président de cette intercommunalité importante, puisque non seulement Philippe Prost, son président, mais elle comporte aussi la présidente des maires du Jura, que je salue, Franck Steyert, qui est également membre du comité directeur de l'Association des maires de France. Donc une intercommunalité qui non seulement est importante quantitativement, avec 20% du territoire jurassien, avec 116 délégués communautaires, mais aussi qualitativement avec des personnalités fortes. Vous souhaitez de bons travaux budgétaires. Je n'ai pas un préjugé, je le rappelle, et chacun exprimera sa position dans un débat qui accompagne le rapport d'orientation budgétaire. Vous dire que nous faisons nos travaux budgétaires dans un contexte particulier, qui est un contexte d'effet de ciseaux depuis 3 ans, avec des charges, une dynamique de charges qui nous sont imposées, et des recettes que nous maîtrisons hélas de moins en moins. C'est vrai notamment sur le plan fiscal, puisque une des recettes principales des intercommunalités était la CVAE, et que cette contribution sur la valeur ajoutée des entreprises a été progressivement, en tout cas par moitié, supprimée, à 100% pour nous, mais compensée par l'État, avec dès la première année une perte de plus de 700 millions d'euros au détriment des intercommunalités de France. Donc sans entrer ici dans un discours technique, l'Association des maires de France, forte de sa représentativité qui transcende les clivages partisans, représentant les élus non encartés, les élus de gauche, de droite, du centre, etc., représentant les élus de la montagne, de la plaine, de la campagne, du littoral, c'est ça l'AMF, de la ruralité évidemment, et également des grandes villes, et bien, forte de cette représentativité et de cette pluralité, nous intervenons régulièrement auprès du gouvernement pour défendre la responsabilité des exécutifs, la responsabilité des maires, des présidents d'intercommunalité, c'est-à-dire la responsabilité civique, celle des élus qui nous mandatent pour le service de la performance publique. Et dans cet esprit-là, dans cette combativité-là constructive de l'Association des maires de France, nous faisons valoir aussi une vision des intercommunalités, puisque nous sommes l'association des présidents des intercommunalités, qui soit véritablement dans un esprit collaboratif, c'est-à-dire intercommunal et non pas supracommunal. Je crois savoir que c'est dans cet esprit-là que vous travaillez dans cette belle terre d'Émeraude. Je vous souhaite du fond du cœur de bons travaux. J'espère avoir la joie et le plaisir de pouvoir venir dans cette année 2024 dans ce si sublime département du Jura que j'aime profondément et dans lequel j'ai des liens amicaux très très forts, et vous dire eh bien, de continuer à travailler, quelles que soient vos sensibilités, vos divergences parfois, au service de l'intérêt général. À bientôt et merci. Terre d'Émeraude, la ruralité qui a le sens du passé, l'intelligence du présent, l'ambition de l'avenir, et surtout l'esprit de l'intérêt général.